Lundi 21 janvier 2019, une nouvelle semaine démarre sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de toujours nous préférer. Et voilà, nous nous rendons tout de suite au ciel pour la météo. Voilà, la carte postale ce soir nous emmène à Ouassa.co. Donc, bonsoir aux populations de Ouassa.co. Ce soir, nous avons 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Eh bien, elle a envahi bon nombre de cours d'eau au Bénin, asphyxiant les activités sur ces eaux. Il s'agit de la jacinthe d'eau. Devenue un problème environnemental, de nombreuses idées sont émises pour lutter contre son évasion. On en parle dans Nature et Bien-être dans un instant. Avec Autant Savoir, on parle du travail des enfants que prévoit la loi au Bénin pour encadrer le travail des enfants. La réponse, vous l'aurez avec un juriste qui sera avec nous. Restez donc bien câblés. L'expert nous parle du mentorat ce soir. Et oui, c'est un concept en vogue au sein de nombreux réseaux ici au Bénin. De quoi il s'agit véritablement? Comment est-ce que cela se déroule? Et quels sont les avantages liés au mentorat? Toutes ces réponses, vous l'aurez dans la rubrique expert. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et il sera bien au rendez-vous avec Nadej Soni. Nadej Soni, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Bello. Comment vous allez? Très bien, Agnès. On vous laisse pour la présentation des titres. Merci à vous, Agnès. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons de cette initiative du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin Roi-Gelf qui entend sensibiliser toutes les associations de jeunes sur la nécessité de travailler et de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. On parlera aussi de ce fléau qui règne en maître sur notre alimentation et cause des ravages sur notre organisme, la malbouffe et ses dangers. C'est à découvrir dans cette édition. La culture africaine a désormais une ambassadrice. Ségolène Royal est favorable au retour des œuvres d'art africaines. Elle a effectué une visite au musée des civilisations noires. Merci à vous, Nadej Soni. On vous retrouve à 19h45 pour le journal. Prenez donc le rendez-vous. Mesdames et messieurs, en attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Nature et Bien-être. Ce soir, dans Nature et Bien-être, il sera question de la jacinthe d'eau. Je vous invite à suivre ce reportage de Jérôme Rungbo et on se retrouve tout juste après. La lagune de Porto Novo constitue avec le lac Nokoué les plus importants plans d'eau de la bande côtière du Bénin. Les 3 villes principales du pays, Cotonou, Abomey-Calavi et Porto Novo, en sont grandement dépendantes. Vu du ciel, l'endroit est paradisiaque. Les pêcheurs y ont de tout temps trouvé leur subsistance et le lac est considéré comme le garde-manger de la région. Mais cela, c'était avant que la jacinthe d'eau, introduite en Afrique en 1890 pour décorer les étangs,
n'y prennent ces quartiers et n'y prospèrent, transformant la vie des riverains en véritable enfer. Rissima Djidonou, commerçante, gagne sa vie en revendant le poisson pêché dans la lagune. Acheter du poisson et le revendre sur l'autre rive n'a jamais été aussi difficile pour elle. Même complainte du côté des pêcheurs. La jacinthe d'eau là, ça nous empêche trop à faire notre pêche. Mais on ne sait pas le moyen qu'on peut faire pour lutter contre ça. Les piroguiers qui naviguent chaque jour sur le lac ne sont pas en reste. Mais malgré la nuisance environnementale créée par la jacinthe d'eau, certaines personnes, certains organismes et associations ont eu l'ingénieuse idée de la mettre en valeur. À Soava, dans la région lacustre, Forla Mouftaou et David de Nyolonfon ont mis sur pied une start-up, Greenkeeper Africa Bénin, pour valoriser la jacinthe. D'abord, c'est la lutte contre la jacinthe d'eau. Donc on a tout déployé sur le terrain, donc dans les zones lacustres, une capacité de lutte, donc par ramassage des plantes de jacinthe d'eau. Aujourd'hui, environ 700 collecteurs travaillent sur base de contrat avec notre entreprise. Les femmes y ont trouvé un autre dérivé. Elles transforment la plante en objet du quotidien. Paniers, chasse-mouches et autres chapeaux sont tressés à partir de fibres provenant de la jacinthe. Aussi belle que nocive, aussi nocive qu'utile. Le paradoxe est là. Aujourd'hui, même le secteur de la pêche n'y voit plus seulement une plante invasive et nuisible, et ce, depuis qu'ils ont découvert que les racines de la plante servent de zone de frais. Voilà, merci à Jébram Rumbo pour ce reportage. Et comme il l'a si bien dit, la jacinthe d'eau, aussi nocive qu'utile. Aujourd'hui, sur ce plateau, on en parle avec un expert, le docteur Flavien Dovonou. Il est environnementaliste. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Déjà, tout de go, hein, avant qu'on en vienne même à l'explication de ce que c'est que la jacinthe d'eau. Pour vous, elle est utile ou elle est nocive? La jacinthe d'eau, elle est d'abord nocive et par la suite, elle est utile. Merci bien. Alors, dites-nous un peu, hein, c'est quoi la jacinthe d'eau? Voilà, la jacinthe d'eau, c'est une plante aquatique. En français commun, on l'appelle camalote, mais son nom scientifique, c'est Lechconia crassipes. C'est une plante aquatique originaire d'Amérique du Sud qui a fait son apparition au Bénin en 1977, selon nos recherches. Et c'est une plante qui envahit rapidement les cours d'eau et les plans d'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous l'avez abondamment au niveau de nos lacs, au niveau de nos rivières. Mais on se demande, hein, de l'Amérique du Sud au Bénin, la route est longue. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée ici? Oui, on sait qu'il y a des bateaux qui viennent laver leurs tanks, leurs réservoirs sur nos côtes. Oui. Et c'est ça surtout qui a facilité, n'est-ce pas, la migration de cette plante-là. Voilà, aujourd'hui, maintenant, parlons un peu de ce qui favorise, hein, le développement de cette plante envahissante. Alors, la jacinthe d'eau, son envahissement, sa prolifération rapide est favorisée par deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est l'enrichissement des cours d'eau et des plans d'eau par les nutriments. Ce que nous appelons nutriments, c'est l'azote, c'est le phosphore, c'est le potassium. Donc, ce sont des éléments qui, lorsqu'ils sont dans l'eau, aident la plante à se multiplier rapidement. Deuxième facteur qui favorise son envahissement, comme je le dis, c'est la mobilité de la plante. C'est une plante flottante. Elle n'est pas fixée, donc au gré du vent. Elle peut bouger au gré du vent, au gré du courant d'air. Elle se retrouve ailleurs et rapidement envahit toute la surface de l'eau. D'accord. Mais pour vous, est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse parler de menaces pour les cours d'eau? Oui, c'est suffisant parce que, vous savez, lorsque la jacinthe d'eau colonise un cours d'eau, il y a la biodiversité qui disparaît. Ce que nous appelons biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les plantes que nous avons au niveau de cette eau-là.
Donc, elle étouffe les autres plantes et ne leur laisse pas du tout la chance, n'est-ce pas, de se reproduire. Donc, ces plantes-là disparaissent. Il y a aussi la biodiversité faunique qui disparaît. Vous savez, voilà, les poissons disparaissent, les invertébrés qui sont là disparaissent, et il y a même des oiseaux piscivores. On appelle oiseaux piscivores des oiseaux qui se nourrissent de petits poissons. Et il faudrait que ces petits poissons bougent à la surface de l'eau pour que ces oiseaux viennent les manger. Mais lorsque la jacinthe d'eau envahit toute la surface de l'eau, ces oiseaux-là ne voient plus ces petits poissons-là et ces oiseaux disparaissent d'eux-mêmes. Lorsque la jacinthe d'eau est sur un cours d'eau, à la surface d'un plan d'eau, elle empêche, n'est-ce pas, la navigation. C'est-à-dire les barques motorisées n'arrivent plus à se développer, les pirogues n'arrivent plus à se développer et les pêcheurs ont du mal à se déplacer d'un point A à un point B à la surface de l'eau. La jacinthe d'eau sur un plan d'eau crée un phénomène très important que nous appelons l'eutrophisation. C'est quoi? Elle reste sur place, elle meurt, c'est de la biomasse de la matière végétale et lorsqu'elle se décompose, sa décomposition utilise l'oxygène de l'eau. Et une fois que l'oxygène de l'eau est utilisé au profit de cette plante-là pour sa décomposition, c'est que les poissons ne trouvent plus d'oxygène pour pouvoir respirer dans l'eau. Du coup, les poissons fuient beaucoup la zone où pour aller vers une zone où il n'y a pas de jacinthe. Ils ont accès à l'oxygène. D'accord. Alors aujourd'hui, on en est où? Est-ce que nous avons des cours d'eau qui manquent aujourd'hui de poissons, d'oiseaux, pisciculteurs, tout ce que vous avez dit là? Est-ce que le danger est déjà là? Ou bon, on a encore le temps de pouvoir parer au plus pressé? Non, on ne peut plus parer au plus pressé parce que le danger est déjà là. Nos cours d'eau du nord au sud, de l'est à l'ouest sont déjà envahis par la jacinthe d'eau. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de déclencher une lutte sans merci contre cette plante qui, à mon humble avis, crée beaucoup plus de nuisances à l'environnement qu'elle n'en apporte, elle n'en rajoute. Effet positif. C'est vrai, aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits, on a vu dans le reportage, pour valoriser cette plante-là. Si vous voulez, on peut en parler. Non, on reviendra sur la valorisation, mais avant, parlons un peu de comment est-ce qu'on peut limiter cette évasion, puisque vous avez dit en amont tout ce qui facilite cette évasion. On ne peut pas empêcher le vent de siffler, on ne peut pas empêcher l'azote d'être dans l'eau. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour limiter cette invasion? Pour limiter cette invasion, c'est la lutte mécanique. La lutte mécanique. Il faut arracher. Il faut arracher. Il faut arracher au jour le jour. Ça va pas être épuisant à la longue? C'est pas épuisant à la longue, ça donne de l'emploi. Parce que quand on les arrache, on ne les jette pas, on les valorise. Donc c'est aussi une source de création d'emploi. Une source de création d'emploi. Voilà. Alors, des Béninois se sont lancés justement dans la valorisation de cette plante-là. Vous en pensez quoi véritablement? Moi, d'abord, je remercie ceux qui se sont lancés dans la valorisation de la jacinthe d'eau. Et je les encourage à aller jusqu'au bout. Jusqu'à l'extinction de cette espèce-là, de nos plans d'eau et de nos cours d'eau. Et vous savez, quand on parle de valorisation de la jacinthe d'eau, cette valorisation se fait suivant plusieurs dimensions. La jacinthe d'eau peut être utilisée pour servir d'engrais organique. C'est-à-dire, on l'utilise pour faire le compost, et ce compost est utilisé pour la fertilisation, n'est-ce pas, des sols. Aujourd'hui, c'est une plante qui a un fort pouvoir d'absorption des métaux lourds. Donc, au niveau des systèmes d'épuration des eaux usées, la jacinthe d'eau est fortement recommandée. On a même vu des expériences au niveau du reportage. Voilà. Je ne sais pas si le Rialo peut nous aider à revenir un peu sur les images. Voilà, là, on a une image qui nous permet de voir à quel point ça peut capter tout Absolument. ça. Oui. Donc, en dehors de ça, la jacinthe d'eau est utilisée aujourd'hui pour servir d'alimentation animale. C'est-à-dire, on peut l'utiliser pour pouvoir donner à manger aux lapins, aux volailles, aux porcs, et même transformer. Ça rentre même dans la composition. Même aux porcs? Oui, même aux porcs. Les porcs les consomment correctement. Donc, mais à des proportions données. Il ne faut pas exagérer. La jacinthe d'eau, aujourd'hui, ce que j'ai vu à Soava et qui m'a plu, c'est de matériaux pour l'artisanat. C'est-à-dire, on l'utilise pour faire, n'est-ce pas, l'éventail. Il y a même des associations de femmes. Des femmes qui sont bien organisées et qui vivent, n'est-ce pas, de ça. Parce qu'elles font des nappes, elles font des couvre-verres, elles font des protège-bouteilles, n'est-ce pas? Et elles font des éventails, des chapeaux. Donc aujourd'hui, la jacinthe d'eau ne doit plus être ramassée pour jeter, mais on peut ramasser, n'est-ce pas, et transformer et valoriser. D'accord. Mais tout ce que vous dites est tellement intéressant, mais si cette bonne dame-là, elle s'installe dans cette activité, que la jacinthe d'eau est appelée à disparaître, est-ce que toutes ces activités aussi sont appelées à mourir avec elle? Oui, bon, c'est une bonne lutte.
C'est une bonne lutte parce que, comme je le dis, il ne sert à rien d'envoyer des produits chimiques dans l'eau pour pouvoir lutter contre la jacinthe d'eau. Mais il faut essayer, n'est-ce pas, de finir avec la plante en la transformant au maximum. Si nous pouvons arriver un jour à avoir 0 jacinthe d'eau dans nos cours d'eau, vous allez voir que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Avec la lutte mécanique uniquement, c'est possible d'en venir avec la lutte mécanique, c'est possible d'en venir. Mais pendant combien de temps? Et avec quelle main-d'œuvre? Est-ce que vous avez une estimation? Non, je n'ai pas de chiffres à vous avancer. Mais je sais que si on s'y prend, si on fait comme l'ONG que nous venons de voir, on s'organise correctement, on pourra aller, n'est-ce pas, à l'extinction totale de cette espèce de nos plans d'eau, de nos cours d'eau. D'accord. Voilà. Mais ce qui me surprend dans ce que vous dites, c'est que pour vous, tous les cours d'eau ont aujourd'hui été envahis par la jacinthe d'eau. Ça veut dire que le problème n'est pas limitatif. Est-ce que véritablement, avec toute cette superficie qu'elle a aujourd'hui embrasée, on peut arriver à 0 jacinthe d'eau dans nos cours d'eau? L'idéal aurait été d'arriver à 0 jacinthe d'eau dans nos cours d'eau. Je dis l'idéal. Mais je crois, comme je l'ai dit, il y a 2 possibilités. Il y a la lutte mécanique qui se mène actuellement, c'est-à-dire ramasser, transformer, valoriser. Et il y a aussi la lutte biologique, c'est-à-dire que trouver des insectes qui vont pondre à l'intérieur de cette jacinthe-là, qui vont vivre de cette jacinthe-là. Est-ce que vous voyez, cela se fait à des endroits donnés. Donc aujourd'hui, c'est la lutte. Ah oui, ça se fait déjà ici au Bénin? Non, pas ici au Bénin. C'est des expériences. C'est des expériences qui se font. Oui, mais quand on introduit, vous êtes environnementaliste, quand on introduit de nouvelles espèces dans l'eau, est-ce qu'à la longue aussi, on n'aura pas un autre problème? Est-ce qu'il faut, pour régler un problème, en créer un autre? C'est vrai, c'est là que je dis que c'est à l'étape expérimentale. D'accord. Et il faudrait voir les résultats avant de pouvoir vulgariser. Voilà. Mais pour vous, aujourd'hui, la seule solution, c'est encore la lutte mécanique. Ah oui, la seule et unique solution qu'il faut aujourd'hui pour finir avec la jacinthe d'eau, c'est la lutte mécanique. La lutte mécanique. C'est sûr que ce sont nos pêcheurs qui seront contents quand cette jacinthe d'eau va disparaître de nos cours d'eau. Ils seront contents d'autant plus qu'il y aura plus de poissons dans nos cours d'eau. Ils seront contents d'autant plus que le phénomène d'eutrophisation va finir avec nos cours d'eau. Ils seront contents d'autant plus qu'ils pourront se déplacer facilement sur nos cours d'eau. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la jacinthe d'eau envahit la surface de l'eau, c'est difficile aux pirogues de se déplacer. Naviguer. Merci, Dr Flavien Ndovonou. Nous rappelons que vous êtes environnementaliste et avec vous sur ce plateau, on s'est intéressé à la jacinthe d'eau, les vertus d'une plante nocive. Nous passons à présent à une autre rubrique, Autant savoir. Autant savoir, ce soir s'intéresse au travail des enfants. Et avant qu'on ne puisse recevoir notre invité, je vous invite à suivre ce reportage qui plante le décor. En plein cœur du marché d'Antokpa, ces enfants se faufilent entre les étagères et les usagers du marché avec des marchandises sur la tête. Les violations des droits des enfants passent souvent sous silence. Les statistiques sont alarmantes et s'amplifient chaque année. Près de 3 millions d'enfants de 0 à 17 ans sont concernés. Sans protection, ces enfants, de jour comme de nuit, sont exploités par des tuteurs et parfois par leurs propres parents. Selon l'enquête réalisée en 2016 par l'UNICEF, le taux du travail des enfants a nettement progressé et est passé de 34% à 52,2%. Ces âmes innocentes sont exploitées en moyenne 10 heures par jour, sans repos et sans rémunération. Le Code de l'enfant, voté en 2015, prévoit des sanctions contre les personnes qui bafouent le droit des enfants. Plusieurs organisations non gouvernementales interviennent dans les marchés, sensibilisent et informent les familles sur les conséquences néfastes du travail précoce sur la santé des enfants. Au Bénin, ces dernières années, d'importants progrès ont été enregistrés dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. Cependant, de gros efforts restent encore à fournir pour sortir de la précarité des milliers de filles et garçons vulnérables.
Félicia Otondi, merci à vous pour ce reportage qui plante parfaitement le décor. Nous avons vu ces enfants dans les marchés. D'ailleurs, hein, pour beaucoup, c'est surtout dans ces marchés et dans nos rues qu'on les retrouve, ces enfants qui ne sont pas censés travailler. Et quelle est véritablement la loi qui encadre le travail des enfants? Est-ce que à quel âge il faut commencer par travailler? Nous avons un juriste expert en droit de l'homme sur ce plateau, mesdames et messieurs. Il nous dira qu'est-ce qu'il faut retenir. Bonsoir Éric Wessou, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Alors vous êtes juriste expert en droit de l'homme, c'est donc avec vous que nous allons parler du travail des enfants au Bénin. On va parler un peu de ce que prévoit la loi. Mais avant qu'on en arrive là, j'aimerais avoir votre avis vous-même en tant que citoyen béninois. Est-ce que vous avez l'impression que le travail des enfants au Bénin prend de l'ampleur? Oui, il faut vous avouer que, bon, il prend d'ampleur, mais les autorités font ce qu'elles peuvent, hein, en nous utilisant des instruments juridiques pour pouvoir baisser ce phénomène qui gangrène les pays africains, pas seulement les pays africains, mais les pays aussi développés, parce que c'est ce phénomène qui engriffe est au cœur de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. D'accord. Alors dites-nous un peu, est-ce que l'arsenal juridique béninois a véritablement tout prévu pour protéger ces enfants-là et qui sont en train de travailler? Absolument. Nous avons des instruments. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que nous avons la loi numéro 2015-08 portant protection des enfants en plus du Bénin. Voilà l'instrument que nous disposons sur le plan national. Il y a aussi tout récemment, nous avons eu le code pénal qui protège de fond en comble l'enfant béninois qui veille, hein, qui est aux aguets, qui fait tout pour que l'on ne dévie pas. Donc, en ce qui concerne ces deux instruments, je crois qu'on pourra faire affaire. Mais aussi, il faut vous avouer, sur le plan international, le Bénin a participé, à ratifier, j'allais dire, une convention de 1989 sur les droits de l'homme. Je crois que cet instrument aussi protège davantage les enfants également. Mais en dehors de ça, il y a d'autres. Je préfère m'en arrêter là pour le Alors, moment. déjà, dites-nous un peu, quel est le contenu de la loi en ce qui concerne le travail des enfants? Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne? Est-ce que cette loi, aujourd'hui, encadre l'âge à partir duquel l'enfant peut commencer par travailler? Est-ce qu'on est obligé de le respecter? Donc, dites-nous un peu. Oui, on est obligé de... Nul n'est censé ignorer la loi, comme on le dit. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, tout citoyen, tout parent, tout parent adoptif est appelé à respecter cette loi-là. C'est clair, la loi l'a dit, même avant d'être apprenti, il faut avoir 14 ans. Mais à condition également, 14 ans, il faut avoir fini d'abord le cours primaire. Je crois qu'une fois que ces conditions sont remplies, l'intéressé peut véritablement devenir apprenti. D'accord. Oui, mais déjà, ce qui moi m'étonne, c'est qu'aujourd'hui encore, quand on parle du travail des enfants, beaucoup se disent de quoi il s'agit concrètement. Est-ce qu'il suffit d'employer un enfant à la maison pour parler du travail des enfants? C'est quoi le travail des enfants? Pour vous, juriste, votre avis en tant que juriste expert? Pour moi, juriste, pour faire d'abord, avant d'en arriver là, il faut, qu'est-ce qu'on entend par enfant d'abord? Oui. Il faut connaître dans l'arsenal juridique, c'est... Comment le droit définit l'enfant? Le droit définit, cette loi définit l'enfant comme un être humain. Et qui n'a pas 18 ans, qui n'a pas encore 18 ans. C'est cet être. Hein. Donc de 0 à 17 ans, disons? 17 ans, oui, mais une fois qu'il n'a pas encore les 18 ans, il est mineur, oui. Il est enfant. Enfant veut dire également mineur, je dis qu'il n'a pas encore l'âge légal. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle enfant. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'employer quelqu'un qui n'a pas 18 ans. Parce que d'autres disent à partir de 14 ans, il peut travailler. Oui, mais j'ai posé des conditions, j'ai posé des balises. Oui, mais est-ce que c'est seulement l'apprentissage à partir de 14 ans? Est-ce qu'il peut travailler à partir de 14 ans?
Oui. Parce qu'il y a aussi un amalgame. Quand vous dites travailler, travailler, bon, on voit souvent travailler dans les marchés, vendre, aider sa patronne à vendre dans les rues et tout. Je suppose, voilà, l'enfant allait apprendre, ben, on voit des Regardez enfants. là, sur les images, nous avons de tout petits enfants dans nos marchés. Et c'est d'ailleurs souvent dans les marchés qu'on les croise, pour la plupart, portant des poids qui sont plus lourds que ça, au vu et au su de tout le monde. Et comme vous le dites, la loi existe. Comment est-ce que cela s'explique véritablement? Mais normalement, à 12 ans, la loi interdit à 12 ans, un enfant ne doit pas vendre à 12 ans. Mais comme nous sommes au Bénin, bon, il faut avouer que c'est la pauvreté qui amène les parents à envoyer leurs enfants pour que, en guise de rémunération, pour que ces enfants-là puissent subvenir aux besoins, de la famille. C'est ce qui amène certains parents par moment à s'adonner, à envoyer, qu'on appelle les vidomégons. Les vidomégons dans notre jargon. Donc c'est cette difficulté, ces problèmes qui les amènent à les sur ce terrain. Sinon, en réalité, la loi dit que... Donc pour vous, hein, avant qu'on en vienne aux conséquences, au niveau des causes, pour vous, ce n'est que la pauvreté des parents? Oui, il y a la pauvreté, il y a également, comme je l'ai dit, l'absence de certificat de naissance qui est également à la base de ça. Nous avons aussi l'accès difficile à la scolarité et du système éducatif défaillant que nous avons au Bénin. Il y a aussi, bon, je dirais, le faible niveau d'éducation et d'information, d'information des parents. Il y a aussi l'intérêt des employés qui est à la base, qui fait partie des choses. Nous avons les crises humanitaires, une catastrophique naturelle ou un conflit. Vous voyez, les enfants aussi, dans les conflits armés, on voit les enfants. Donc la loi interdit que... Oui, mais au Bénin aujourd'hui, hein, on est encore heureux, il y a la paix au Bénin. Absolument. Donc cela ne devrait pas justifier ces enfants que nous voyons sur ces images avec le Rialo tout à l'heure, là, avec des marchandises sur la tête. Rien ne justifie cela, peut-être la pauvreté. Oui, la pauvreté. Au Bénin, et au niveau des causes dont vous avez cité, est-ce que c'est seulement la pauvreté? Vous avez parlé de méconnaissance des parents en termes d'information. Est-ce qu'il faut davantage sensibiliser? Nous avons quand même des ONG sur place qui font un travail. Et pourtant, d'année en année, le phénomène va en s'amplifiant. Oui, il faut avouer que ces associations, ces ONG font des travaux formidables juste pour enrayer, pour endiguer le mal. Mais l'acteur principal, c'est l'État. C'est l'État, c'est vrai, il a commencé, mais il faut qu'on lutte efficacement contre ce phénomène-là. On n'a pas le choix, parce que ces enfants-là, si vous avez connaissance, si un de leurs droits est violé, il y a une procédure. Justement, parlons un peu de la procédure, parce qu'il nous reste exactement 4 minutes. Je crois que c'est le moment de rappeler que la loi existe et que pour pouvoir véritablement appliquer la loi, il y a une procédure à respecter. Alors, quelle est la procédure? Mais avant d'en arriver sur la procédure, il faut vous avouer que les enfants ont des droits et des devoirs. Oui. Hein? Ils ont le droit à la vie, hein? Le droit à l'intégrité physique, hein? Le droit à l'éducation, le droit à un domicile. Mais le travail des enfants brime tous ces droits-là, parce que souvent, au moins, ils mangent, et comme vous le dites, c'est intégrité physique, par contre. Quand on voit des enfants avec de gros poids, on se demande si c'est une intégrité physique. Quelle est la qualité la qualité de vie. Quelle est la qualité des repas? Aliments, du repas qu'ils consomment. Bon, bref, on va en arriver à la procédure. À la procédure. Vous voyez que, bon, voilà, il y a des travaux interdits par... les instruments juridiques. D'accord. Hein, par exemple, les viols. Si vous constatez que quelqu'un a violé un enfant, vous pouvez saisir le juge des enfants. Oui, mais bon, oublions un peu le viol, pas parce que c'est pas important, en termes de travail des enfants. Est-ce que quand vous voyez un enfant dans la rue, un enfant qui travaille alors qu'il ne devrait pas le faire, vous avez la possibilité d'aller vous plaindre à un commissariat de police pour dire, dans mon quartier, il y a tel enfant qui travaille et qui ne devrait pas travailler? Oui, mais vous avez la possibilité, la loi vous donne toutes les prérogatives. Maintenant, que risque l'employé qui emploie un enfant qui n'a pas le droit de travail?
Oui, il risque des sanctions civiles et pénales. Sanctions civiles et pénales, s'il tombe, voilà, on va lui appliquer la loi. Mais il faut vous avouer, vous constatez de pareilles choses. Hein, qu'on maltraite un enfant, des conditions vraiment malheureuses, vous pouvez saisir le juge. Soit l'enfant aussi peut saisir le juge par requête, soit le juge aussi peut s'auto-saisir. S'il est au courant de l'affaire, il peut s'auto-saisir. Soit il peut être saisi par un autre juge, soit il peut être saisi par le procureur de la République. Mais si vous-même, vous, en tant que vous êtes touché, vous êtes gêné par les conditions dégradantes, inhumaines du travail de l'enfant, la loi vous donne la possibilité de saisir. D'accord. Maintenant, quand vous êtes complice, vous voyez, puis vous vous taisez, est-ce que c'est possible qu'on vous applique aussi une sanction de complice? Parce qu'il y a aussi peut-être cette complicité-là qui fait que le phénomène va en s'amplifiant. Il faut vous avouer que la loi, tout ça, c'est non-assistance à personne en danger. Vous voyez que l'enfant est en danger et vous êtes là, vous vous taisez, vous ne faites rien, vous ne provoquez même pas de secours. Et si on constate, voilà, vous êtes là et malgré ça, vous n'avez rien fait. On peut s'en prendre à vous pour non-assistance à personne en danger. Merci Eric Ouessou, vous êtes juriste expert en droit de l'homme. Avec vous, on s'est intéressé au travail des enfants et que prévoit la loi. Donc, il faut retenir, pour la loi, c'est clair, avant 18 ans, un enfant ne doit pas travailler. C'est après 18 ans et quand il doit aller en apprentissage, il faut que ce soit à 14 ans, mais aussi, il faut qu'il s'assure d'avoir été d'abord au cours primaire. Donc, autant d'aspects qu'on oublie, mais qu'on a rappelé sur Autant Savoir ce soir. Nous vous informons qu'Autant Savoir, toute la semaine, va s'intéresser au travail des enfants. Demain, on va recevoir pour vous ici sur ce plateau l'Office de protection des mineurs. On parlera un peu de ce qu'ils font pour pouvoir justement lutter contre le travail des enfants. En attendant, nous raccompagnons notre invité et le prochain plateau va s'installer. Il s'agit de l'Expert. Mesdames et messieurs, le dernier plateau de ce soir, c'est l'Expert, vous l'avez compris. Et ce soir, on s'intéresse au mentorat. Est-ce une nécessité pour les jeunes? Augustino Agbemanvo est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Agnès. Alors, vous êtes le président de Bénin Yali Alumni Association et vous êtes un membre actif de plusieurs réseaux. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Déjà, dites-nous, pour vous, est-ce que le mentorat, le système de mentorat, c'est une nécessité pour les jeunes? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, le mentorat, déjà, il faut un peu le définir un peu. Alors, quand on parle de mentorat, en anglais, ça veut dire mentoring. Donc, c'est une relation interpersonnelle entre deux personnes, donc entre quelqu'un qu'on appelle le mentor et quelqu'un qu'on appelle le mentee ou le mentoré. Donc, c'est une relation interpersonnelle où le mentor est là pour guider, pour aider le mentoré ou bien le mentee à grandir et à pouvoir évoluer. Et le mentorat, on le confond souvent au coaching. Donc, c'est deux thèmes différents. Le coaching, c'est beaucoup plus un accompagnement personnalisé pour vous aider à sortir d'un problème donné et à atteindre des objectifs bien précis. Et le coaching se fait sur une durée courte. Oh, le mentorat, c'est sur une durée longue. C'est un peu plus long, c'est à moyen et à long terme. Et le coaché, le coach est rémunéré, c'est un travail parfois rémunéré. Alors que le mentorat, c'est bénévolat, c'est de volontaire, c'est gratuit. Et donc, pour revenir à votre question, est-ce que c'est nécessaire pour les jeunes aujourd'hui? Je dirais oui. C'est vraiment une nécessité parce que, en tant que jeune, quel que soit ce que vous faites, vous devez avoir des modèles, vous devez avoir des gens qui vous inspirent, des personnes qui vous guident, qui partagent leur expérience avec vous. Et donc, quand vous êtes jeune, c'est la période au cours de laquelle vous devez vraiment être assisté. Vous avez des objectifs à atteindre. Et c'est vraiment important pour vous d'avoir de ce genre de personnes. Donc, quand on est jeune et quand on n'a pas cet appui-là, c'est parfois difficile de s'en sortir. On se rend compte très tard. Et quand vous êtes jeune entrepreneur, par exemple, pour dire c'est une nécessité, ça c'est obligatoire. En tant que jeune entrepreneur, si vous voulez vraiment entreprendre, vous voulez réussir, vous voulez avoir une entreprise qui marche,
des gens ont réussi avant vous, n'est-ce pas? Des gens ont appliqué des principes de vie donnés, des règles données et ont réussi. Donc, vous avez des exemples de réussite. Vous avez des exemples de réussite qui sont là. Il suffit juste de vous rapprocher, de demander, voilà, je veux avancer, vous m'inspirez, votre parcours me parle. Voilà, et je veux vraiment que vous m'accompagnez. Donc, pour moi, c'est vraiment une nécessité en tant que jeune aujourd'hui de se faire mentorer. D'accord. Mais le programme de mentorat, véritablement, de quoi est-ce qu'il parle? Quelles sont les responsabilités pour le mentor et pour le mentee? Alors, lorsque vous êtes jeune, vous vous rendez compte que j'ai un rêve donné, j'ai une vision, je vais atteindre tel niveau. Vous dites, bon, qui sont ceux-là qui ont déjà atteint ce niveau-là? D'accord? Vous faites la recherche à votre niveau, vous voyez des critères donnés et vous avez une base de personnes que vous pouvez contacter et donc que vous pouvez contacter pour vous aider, en fait, pour vous guider, vous, dans votre parcours. Donc, je ne sais pas comment dire, mais c'est une relation, en fait, très simple. Et c'est à vous de choisir qui vous voulez, qui vous mentor. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Ou c'est en fonction des deux, en fonction du mentor et du mentee? Alors, la règle est très simple. Le système de mentorat, c'est beaucoup plus basé sur la confidentialité, sur le partage, sur le respect, sur la confiance. Parce que le mentee livre des informations vraiment personnelles. Le mentee se dévoile. Il se découvre, en fait. D'accord? Donc, c'est quelques règles, mais c'est vraiment en fonction du mentor et du mentee. C'est les deux, c'est aux deux, en fait, de s'entendre sur les règles qui vont régir cette relation qui les lie, en fait, pour une longue durée. D'accord. Voilà, mais qu'est-ce que ça implique pour le mentor? Non, le mentor, cela implique qu'il se rende un peu disponible, qu'il soit prêt à partager son expérience. Parce que c'est ça le cœur du mentoring. Oui, mais au Bénin, comme on dit souvent, la plupart du temps, chacun veut garder le secret de sa réussite. Est-ce que c'est un système qui pourrait marcher ici? Ça marche ici. Vous avez... alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes vont prendre des exemples hors du Bénin, hors de l'Afrique. Alors que chez nous, il y a des personnes qui réussissent, qui ont un certain parcours qu'on ne connaît pas vraiment, qui préfèrent rester cachés dans l'ombre. Mais quand vous les découvrez, vous les abordez, de vous aider à grandir aussi. Moi j'ai fait l'expérience, j'ai deux personnes qui me suivent actuellement, qui me guident un peu et qui ont accepté le fait. Donc c'est vrai qu'au Bénin, on se cache et tout, mais... Voilà, lorsque vous fréquentez les bons milieux, il y a aussi ça. Lorsque vous fréquentez les bons milieux, vous fréquentez les bonnes personnes, on peut vous orienter vers telle personne ou telle personne pour dire, va voir telle personne, discute avec elle et elle peut accepter de te guider. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que les deux parties sont gagnantes ou c'est un système où l'un profite de l'autre? Non, c'est un rapport gagnant-gagnant. Parce que le mentor, qu'est-ce qu'il gagne dans cette relation? Il partage ses connaissances, il développe ses aptitudes de communication, il développe surtout, c'est essentiellement cela. Mais je crois qu'il doit aussi avoir beaucoup d'ouverture d'esprit pour comprendre le jeune, et peut-être aller aussi dans son sens. Vous apprenez aussi de lui. Exactement. Donc, c'est ça, c'est une relation gagnante. C'est pas que c'est une personne qui tire profit de la chose. Le mentor, lui, par exemple, profite du réseau. Parce que le mentor, son rôle aussi, c'est d'aider le métier à grandir. Un carnet d'adresses, son réseau. Voilà. Donc, le métier, lui, profite de ce carnet d'adresses. Et ce que le mentor gagne, il y a une certaine satisfaction lorsque vous voyez quelqu'un que vous avez une fierté, quelqu'un que vous avez accompagné pendant 5 ans à grandir et qui aujourd'hui atteint certains niveaux, vous dites oui, j'ai contribué à la réussite. C'était mon mentee. Voilà, c'était mon mentee, c'est moi qui l'ai aidé à grandir. Donc, il y a cette satisfaction-là qui se cache derrière cette relation et qui vraiment n'a pas de prix. D'accord. Mais comment est-ce qu'on en vient au mentorat? On se rend compte que dans la plupart des cas ici au Bénin, c'est souvent dans les réseaux que cela se passe. Dans les réseaux, on se dit les seniors peuvent être des mentors pour les juniors. Est-ce que c'est seulement dans ce cas ou de façon individuelle, si vous êtes intéressé par le profil de quelqu'un, vous pouvez aller le voir spontanément et demander à ce qu'il soit votre mentor? Moi, par exemple, la première fois que j'ai entendu le mot mentor, mentorer, mentoring et autres, lorsque j'ai intégré à USEC. Il y a une organisation de jeunes aujourd'hui. Sinon, avant, mon je n'ai jamais entendu parler de coaching, de coacher, de mentor. Donc, c'est dans ces associations que le concept est plus développé. Vous voyez un peu. Mais le concept est même né dans ces réseaux-là. Alors, mais comme vous l'avez dit, cela n'empêche pas. Si vous êtes jeune et vous avez une vision, vous avez des objectifs de vie, vous savez où vous voulez aller et il y a quand même des gens qui vous inspirent, vous pouvez directement entrer en contact avec eux sans pour autant dans un réseau. Mais la chose est plus développée dans les réseaux.
aujourd'hui, au niveau du Yali, on a presque dans tous nos programmes qu'on mène, il y a toujours cette phase de mentoring qu'on inclut dans tous nos projets pour aider les bénéficiaires à grandir et pour pouvoir avoir une certaine viabilité dans nos projets. Donc, il faut avouer que c'est dans les clubs que c'est plus développé, que c'est plus mis en œuvre, parce que la confiance qui doit régner. N'importe qui n'accepte pas mentor aussi n'importe qui. Donc, si je ne vous connais pas, si je ne vois pas de quoi vous êtes capable, je ne peux pas accepter, mettre à votre disposition. Est-ce qu'il me faut une garantie pour vous accepter en tant que mentee? Est-ce que c'est aussi ça? Le mentor a besoin d'une certaine forme de garantie? Est-ce que c'est une garantie? Mais c'est juste une certaine crédibilité. C'est juste une certaine assurance. Moi, par exemple, un jour, il y a un PDG qui m'inspire beaucoup et qui est dans l'éducation et qui, à 25 ans, était parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde. Vous connaissez certainement la personne dont je parle. Et moi, lorsque j'avais 22 ans, 23 ans, je me disais, à 25 ans, je dois pouvoir le dépasser. Et chaque jour, j'avais cet article que j'écrivais. L'année passée, quand j'avais mes 25 ans, quand j'ai fait un peu le bilan, je lui ai envoyé un mail et j'ai expliqué un peu tout mon parcours. Et je lui ai dit, je vais atteindre maintenant tel niveau d'ici 50-10 ans. Est-ce que vous acceptez m'accompagner? Il a dit, parcours, très bien, j'accepte le faire. Donc, il y a en fait une certaine assurance, une certaine confiance en fait que la personne doit. Parce que le mentor a une certaine responsabilité. Il veut vraiment vous aider. Mais la responsabilité, elle est juste morale ou bien elle va au-delà? Elle va au-delà. Vous savez, comme je disais, une relation interpersonnelle, il y a une certaine confiance. Comme je l'ai dit tantôt, le mentee, en fait, se laisse aller dans cette relation. Donc, si le mentor n'a pas cette crédit, n'a pas cette assurance et tout, ne voit pas le sérieux en vous, ne peut pas vous aider. Au pire, il ne va pas peut-être répondre oui à votre sollicitation, mais il va dire, OK, avant, je veux voir ce que tu sais faire et après, je peux t'aider. Histoire de vous évaluer. De vous tester en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est dans les réseaux. Dans les réseaux, par exemple, on vous connaît un peu. Ouais, et là, c'est plus spontané. On sait un peu de quoi. C'est plus spontané que dans la vie active comme ça, où vous rencontrez quelqu'un, vous dites, mais monsieur, votre parcours m'inspire, je voudrais que vous soyez mon guide. D'accord. Bon, là, on n'a parlé que des avantages. Hein. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des limites, au fait, au mentorat? Vous savez, le mentorat vient en complément à un certain nombre d'outils. D'accord. Le mentorat ne peut pas tout résoudre. D'accord. Mais ça a quand même ses avantages. En termes de menaces ou d'inconvénients, pas vraiment. Bon, vous savez, c'est une relation humaine. Donc, bon, en termes elle peut avoir ses limites, c'est quoi que tout. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui porte ses fruits et qui aide beaucoup. Mais justement, quels sont ces fruits-là? Non, alors je vais vous donner un exemple. Il y a une vidéo, par exemple, que j'ai visualisée. Et le jeune, il avait pris des résolutions pour surmonter ce genre de problèmes. Et chaque fois, il n'arrivait pas à le faire. Donc, quand il dit, je dois peut-être me lever tôt, je vais être à l'heure rendez-vous, il n'y arrivait pas. Et il est allé voir son mentor. Son mentor lui a dit, est-ce que tu connais le bambou? D'accord. Lorsqu'on sème le bambou, pendant les 2 premières années, disons, le cultivateur le semait, il arrose, mais le bambou ne pousse pas pendant les 2 à 3 premières années. Mais en 8 semaines après, le bambou s'élève à près de 8 mètres. Quelle vertu il est en train de montrer à son La patience et la persévérance. La patience et la persévérance. Voilà un peu. Et ça seul suffit déjà pour motiver le mentee et à lui montrer que oui, tu es sur le chemin, calme-toi. Rien ne se fait en un temps record. Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, sois patient et persévère dans ce que tu fais. Donc, ça seul qu'un mentor peut dire à quelqu'un, peut le booster, peut l'aider vraiment à résoudre ses problèmes et à avancer, à aller de l'avant. Donc, en fait, ce qu'on gagne n'est pas directement de l'argent, n'est pas directement matériel, mais c'est cet accompagnement, la matériel psychologique. Moi, ça me réjouit aujourd'hui de savoir que j'ai quelqu'un qui est derrière et qui a accepté m'accompagner. Donc, quand j'aurai un petit problème, quand j'aurai envie d'aller à un certain niveau, je peux tout ça lui écrire. Et il peut m'orienter, il peut me solliciter. Quand je pars du réseau, par exemple, alors je veux aller à tel endroit, je n'ai pas de relation, le mentor peut dire, OK, va voir telle personne, il va t'aider. D'accord. Donc, voilà autant d'avantages liés un peu à la chose. Au mentorat. Alors, Augustin Agbomambo, nous rappelons que vous êtes le président de Yali Alumni Association et vous êtes aussi membre de nombreux réseaux. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes sur ce plateau pour nous parler du mentorat. En conclusion, mesdames et messieurs, on retient que le mentorat est vraiment utile. Donc, chers jeunes, comme moi, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner, de vous faire aider par un mentor, quelqu'un qui vous inspire et qui est capable véritablement de vous porter vers le haut, allez-y, ne vous retenez pas. Je voudrais, si vous le souhaiter bonne chance à tous les candidats béninois qui passent la phase des interviews de groupe actuellement cette semaine
pour le Model Washington Fellowship. Ok. Donc je leur souhaite voilà, bonne chance et du courage avec tous. D'accord, bonne chance. On espère qu'ils vont se faire aussi mentorer, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, l'heure du journal est sacrée. Nadège Soni s'impatiente. On la retrouve tout juste après ceci.